vue d'esprit, Catherine Erard. La laïcité serait-elle devenue sacrée aujourd'hui ? C'est la question que nous posons dans cette nouvelle série à vue d'esprit. La laïcité est souvent invoquée comme une valeur suprême, quasi transcendante. 4e volet de cette série d'émissions que nous propose Pierre-Yves Moret. La réalisation est signée Samuel Morier-Genoux. Bonjour et bienvenue pour la suite de cette série. Pierre-Yves Moret, c'est vous qui nous l'a proposé et depuis lundi, nous sommes en compagnie d'une historienne spécialiste de la laïcité, Valentine Zuber. Oui, Valentine Zuber, je le rappelle, elle a publié récemment un livre intitulé « Le culte des droits de l'homme », un livre dans lequel elle revient sur la sacralisation implicite de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, un texte promulgué en fait en 1791 par le roi Louis XVI. Donc il s'agit stricto sensu d'une déclaration d'une monarchie constitutionnelle, et ça peut-être qu'on l'oublie aussi parfois. Il n'empêche que très vite ce texte sera considéré comme une forme de nouvel évangile, on en parlera même en ces termes-là. Et donc on va assister à une sacralisation implicite mais aussi voulue de ce texte. Quelque part c'est le texte qui est censé remplacer une église dont on ne veut plus. Ah vraiment ? Alors il y a les deux, à l'époque évidemment l'église existe encore, on cohabite, puis c'est au fil des temps, au fil des décennies que les choses vont bouger aussi, mais c'est vrai qu'il va se poser assez rapidement la question d'une religion républicaine civile, voulue, décidée, organisée aussi. Et cette manière de glorifier la déclaration de 1789, elle va se perpétuer justement au fil des décennies et des changements politiques. Elle sera particulièrement forte à la fin du XXe siècle, avec en particulier le bicentenaire de la Révolution et puis l'exaltation de la France comme pays des droits de l'homme, aussi en dehors de ses frontières. Valentine Zuber disait d'ailleurs qu'à l'origine du processus de laïcisation en France, qui est très fort, qui est revenu justement dans les années 80 de plus en plus fort, se trouve cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Oui, et on peut dire d'ailleurs qu'on a rapidement porté les tables de la déclaration des droits de l'homme au nu, et petit à petit on les a érigées dans l'espace public comme des signes ostensibles d'une laïcité républicaine absolue. C'est devenu vraiment une borne, pour le dire comme ça. Alors on va retrouver votre invitée Valentine Zuber et nous allons aujourd'hui parler plus particulièrement de la laïcité et de ses enjeux actuels. Oui, en début de semaine, on évoquait le fait que la laïcité est aujourd'hui une thématique qui est largement débattue, on en parle presque tous les jours dans les médias. Alors c'est un thème très français, bien sûr, mais on en parle aussi beaucoup au Québec. On se souvient de la polémique autour de la charte des valeurs, une polémique récente. On en parle dans d'autres contextes que chrétiens aussi. On en parle en Turquie, on en a parlé dans les révolutions arabes, on en parle en Catalogne aussi, et puis encore dans bien d'autres endroits. Et parmi les hommes politiques et dans les médias, rapidement et souvent, on parle volontiers de laïcité dès qu'une question de visibilité de religion dans l'espace public survient. Alors là, bien sûr, rapidement, on pense à la question du voile pour l'islam. C'est souvent ça dans nos sociétés occidentales héritières du christianisme qui fait débat, et c'est là que la laïcité vient se poser comme question. Mais la question est de bien comprendre les différents contextes dont on parle, puisque c'est évidemment pas exactement les mêmes contextes, ce ne sont pas des contextes qui ont la même histoire, le même fondement non plus culturel et politique. Alors on va essayer d'un peu mieux comprendre ça, et j'ai commencé par demander à Valentine Zuber s'il existait aujourd'hui des enjeux transversaux de la laïcité. Alors, votre question est tout à fait importante et mériterait d'amples développements. Je ne suis pas sûre d'être toujours la plus compétente. Mais d'abord, je dirais que la laïcité est un enjeu mondial. C'est pas un enjeu seulement occidental, même si on en trouve essentiellement l'expression dans le monde occidental. Mais je vous rappelle par exemple que la laïcité turque date des années 20, avec la geste de Mustafa Kemal Atatürk. Et puis elle est mexicaine aussi, puisqu'elle date ça des années 1850, la séparation des églises et de l'État au Mexique. Donc c'est bien avant la France ou Genève, c'est après les États-Unis, mais enfin c'est bien avant la France ou Genève. Donc c'est une réalité qui n'est pas une réalité spécifiquement occidentale, c'est une réalité mondiale, surtout quand les pouvoirs en place sont en concurrence symbolique ou pas seulement symbolique, avec des autorités religieuses. Alors évidemment, il faut un certain type d'autorité religieuse, un certain type d'affirmation religieuse pour que les problèmes de laïcité se posent. Alors, dans l'histoire, le problème de la laïcité s'est posé essentiellement, et que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs, face à la volonté d'hégémonie ou la volonté de jouer un rôle
plus que spécifiquement religieux, de l'Église catholique romaine. Et donc, toutes les grandes mesures de laïcisation qui ont été prises à la fin du XIXe siècle, je pense donc à la Troisième République en France, au Kulturkampf en Suisse, à la fois en Suisse alémanique et en Suisse romande, toutes ces mesures de laïcisation brutales, politiques, plus ou moins bien vécues, se sont faites dans ce contexte-là. Actuellement, on est dans une situation extrêmement différente. On n'a pas un pouvoir affiché fort en face de nous. On a une volonté par une très grande communauté de gens qui d'ailleurs ne partagent pas forcément, qui partagent un peu les mêmes valeurs et la même religion, mais qui en ont des compréhensions extrêmement différentes, pas plus divisées que l'islam, entre chiites, islam sunnite, islam confrérique. Bon, je vous en passe les détails, ils se détestent entre eux aussi, donc ça rend les choses encore plus compliquées. Mais on n'est pas en face d'une autorité constituée, on est en face d'un mouvement, et d'un mouvement massif qui comprend des millions et des millions de gens. Et qui ont l'intention, en tout cas en France ou dans les pays occidentaux, de se prévaloir des droits de l'homme pour vivre comme ils l'entendent, de leur liberté individuelle pour vivre comme ils l'entendent. Et comme ils l'entendent, ça veut dire peut-être par porter une tenue qui marque leur spécificité ou qui affirme aux yeux des autres leur spécificité et leurs croyances. Bon, il y a plusieurs manières de gérer ce problème. Mais il est assez regrettable, à mon avis, que la laïcité ne soit associée qu'aux dits problèmes musulmans et d'affichage religieux des musulmans qui sont nouveaux venus dans nos sociétés. Pas si nouveaux venus que ça en réalité, mais enfin bon, qui ont acquis une visibilité, une assurance qui fait qu'ils sont plus remarqués et donc qu'ils dérangent une certaine partie de la population. Je crois que les laïcités, puisqu'elles s'expriment, la laïcité s'exprime sous des régimes politiques de laïcité extrêmement différents, et plus une garantie donnée par l'État, exigée de l'État pour que les différences culturelles, religieuses, politiques puissent évoluer dans une même société de la manière la plus harmonieuse possible. Et c'est un contresens, à mon avis, de voir la laïcité comme un garde-fou contre les religions. Et ça, c'est la tendance un peu laïciste qui est à l'œuvre dans le débat médiatique majoritaire en France. Je connais moins bien pour la Suisse et les autres pays, mais c'est vrai aussi, à mon avis, dans le problème de la charte évoquée au Québec. Et c'est pour ça qu'elle occasionne de si nombreux débats, parce qu'il se situe plus à un niveau des principes que d'une réalité sociale. Ils ont pas mal d'immigration de gens de culture musulmane, mais ça n'a rien à voir avec les nombres dans nos sociétés, en tout cas en France, en Hollande, en Suisse, en Allemagne, etc. Donc c'est plus un niveau de principe et peut-être une envie de se différencier du Canada multiculturaliste en se rapprochant d'une conception française un peu mal digérée, à mon avis. Précisément, est-ce qu'il n'y a pas là une question de francophonie, une sorte de contagion, pour le dire ainsi, mais avec les guillemets aussi de circonstance, de la conception française de la laïcité, que beaucoup de gens comprennent comme une sorte de mise au ban de la religion de la part de la société. Parce que quand on aborde, notamment dans les médias, c'est assez flagrant, quand nous traitons des questions de la laïcité, c'est souvent sur une manifestation de la religion qui pose problème. Mais par contre, on pose peu la question de savoir comment est-ce qu'il faudrait aborder la question de l'éducation aux questions religieuses, peut-être dans l'instruction publique, qui est aussi un enjeu de la laïcité. C'est un enjeu de la laïcité et je suis partie prenante d'une institution qui s'est créée en 2002 à la suite d'un rapport de Régis Debray au ministre de l'Éducation nationale sur l'enseignement du fait religieux à l'école, qui est absolument déficitaire en France, puisque vous savez qu'il n'y a pas de cours de religion en France depuis la séparation des églises et de l'État, et donc il y a une
une augmentation, on a constaté une augmentation terrible de l'inculture religieuse des enfants. Alors que une sorte de cours ou de formation à la question des droits de l'homme s'était mise en place historiquement aussi. Tout à fait. Oui, mais il y a eu, sous la Troisième République, dans le cours de morale, il y avait mentionné les devoirs envers Dieu. Donc il y avait encore un petit peu de religion, mais très édulcorée. Mais après, ça a complètement disparu. Donc, il y a effectivement une mauvaise, à mon avis, dommageable pour la laïcité, qui est une belle idée, vraiment une belle idée, d'en faire l'opposé du religieux. La laïcité n'est pas l'opposé du religieux. La laïcité est la condition même de la coexistence de différents religieux. On a une histoire ancienne peut-être, mais extrêmement cruelle, de guerres religieuses sur notre continent, qui n'a épargné aucun pays. La laïcité, c'est l'utopie de penser que l'État neutre peut permettre à toutes les sensibilités religieuses de coexister pacifiquement sur un même territoire. Et je pense que ce programme-là, il est fondamental et qu'il ne s'applique pas seulement aux pays occidentaux, qu'il doit pouvoir s'appliquer à tous les pays du monde. Et d'ailleurs, alors vous me direz, la Tunisie a quand même subi une influence française profonde, mais lors des printemps arabes, une des revendications des foules tunisiennes, c'était plus de laïcité. Et ça a d'ailleurs été entendu, puisque la Constitution récemment proclamée affirme la liberté de conscience et d'expression religieuse de tous les Tunisiens, ce qui veut dire qu'il y a une laïcisation de l'État tunisien qui est en train de se faire. Il n'y a plus que l'islam. Donc, je pense que c'est un faux combat et que c'est très dommageable de considérer la laïcité comme un préservatif contre le risque religieux. J'ai souvent en France le sentiment que la religion, c'est quelque chose de contagieux. Et donc, il faut préserver les gens de la contagion religieuse, d'où cette méfiance envers les cours de culture religieuse, parce que on a toujours le sentiment que peut-être il y a du prosélytisme dessous et qu'on va capter l'esprit des enfants, ce qui est un sujet extrêmement sensible. Alors Valentine Zuber, où est-ce que vous voyez-vous pour la France les enjeux de la laïcité aujourd'hui ? Évidemment, sur un plan politique, l'extrême droite en particulier va dénoncer les prières de personnes musulmanes dans la rue, moins les manifestations de catholiques intégristes, disons, dans les mêmes rues. Mais pour vous, où est-ce que ces enjeux se situent justement en essayant d'oublier ces sujets qui masquent peut-être la forêt ? Les enjeux, c'est de dépassionner le débat, de laïciser la laïcité, c'est-à-dire de ne pas ériger la laïcité comme une proposition de sens particulière qui serait dominante parce qu'imposée par le pouvoir politique en place. Ça n'est pas une proposition de sens, c'est une manière de, comme je vous le disais tout à l'heure, de garantir que toutes les propositions de sens disponibles sur le marché, si je puis dire, puissent s'exprimer sans nuire aux autres. Donc voilà, je pense que l'enjeu, il est là. Ensuite, l'instrumentalisation de la laïcité par le Front National ou par d'autres me semble désagréable, mais pas gravissime. La laïcité française a été souvent confrontée à ce genre de réclamations. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y avait des maires pour s'émouvoir des sonneries de cloches qui contrediraient la laïcité, ou des processions, ou des prêtres en soutane. Ils ont toujours été désavoués par le Conseil d'État, qui, dans sa jurisprudence, encore une fois, je le répète, a privilégié la liberté religieuse sur la neutralité. Voilà. Et la laïcité, elle s'adresse au pouvoir public, aux agents du service public, mais pas aux usagers. Eux, ils sont relevables de l'entière liberté religieuse, et je pense qu'il faut rester ferme sur ce genre de principe. Et les structures telles que les observatoires sur la laïcité ou les structures de ce type, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en ai vu passer plusieurs. La France aime beaucoup ce genre de commissions d'experts. Elles ne sont pas toutes inutiles, finalement. Ça dépend un petit peu de qui les dirige, de qui les compose et qui décide des auditions qui sont faites. Vous savez, il y a eu la commission Stasi en 2003, il y a eu des commissions parlementaires, la commission sur le voile intégral,
Il y a eu une institution qui s'appelait la HALDE, qui a malheureusement disparu dans la lutte contre les discriminations. Elle a été remplacée par une commission beaucoup plus dure d'un point de vue laïque qui s'appelait le HCI, qui a disparu lui aussi. Et on a abouti finalement, depuis 2 ans, à la création par le président Hollande de cet observatoire de la laïcité, donc qui regroupe un certain nombre de personnalités qualifiées, mais aussi d'experts, et qui mène des auditions et qui donne des avis au gouvernement. Ils dépendent du Premier ministre sur des propositions de loi qui ne cessent d'affluer depuis quelques années. Interdire le voile à l'université, interdire le voile aux mamans de jour, pour reprendre une expression de Genève, interdire... Enfin bon, c'est toujours des interdictions. Or, cet observatoire de la laïcité, ce que je constate, est présidé par quelqu'un de très mesuré et de très prudent, qui a décidé de calmer le jeu, et je pense qu'il a raison. Il s'appelle Jean-Louis Bianco. Et toutes les observations qu'il a pu faire paraître depuis son début d'activité me semblent frapper du coin du bon sens. C'est-à-dire qu'il voit la complexité des choses, mais il dédramatise aussi beaucoup. Et face à ces revendications de loi, je ne sais pas, il y a une vertu curatrice de la loi en France. Il dit mais non, l'arsenal juridique français en matière de laïcité est suffisant, la jurisprudence est éclairante, on n'a pas besoin de lois supplémentaires, sauf à aller sur un terrain très mouvant qui ce serait la réduction de certaines des libertés publiques. Donc, je ne vous cache pas que pour l'instant, je suis très contente de cet observatoire de la laïcité, qui évidemment n'est pas très populaire, parce que vous savez bien que pour les médias, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse pas beaucoup, mais qui, à mon avis, fait un travail de fond et donne des avis plutôt mesurés et plutôt allant dans le... pour essayer de calmer le jeu, et je pense que c'était nécessaire, parce que ce débat sur la laïcité récurrent depuis 1989, qui passionne les politiques, les médias, les foules peut-être, mais qui divise, qui clive, est un peu suspect à mon avis. Il cache aussi autre chose. On est en période de crise économique. Les vrais problèmes, c'est pas tellement la religion des autres ou la façon à quoi ressemble, comment vivent les gens. C'est plutôt comment va-t-on vivre, comment va-t-on garder notre niveau de vie, comment va-t-on le partager avec ceux qui arrivent. Voilà, c'est ça les vrais problèmes. Et je pense que le débat sur la laïcité a largement duré. Là, c'est le regard, c'est l'opinion de l'historienne, de la spécialiste et de la chercheuse. Qu'est-ce que vous savez des positions, des sensibilités religieuses, chrétiennes en particulier? Je pense là, notamment à la tradition catholique, mais aussi la tradition protestante qui est minoritaire en France, mais qui existe. Qu'est-ce que vous savez des considérations que ces milieux-là ont sur l'Observatoire de la laïcité ou la manière dont la laïcité est thématisée en France? Alors, ils sont extrêmement prudents, et je crois qu'ils ont raison, parce que, au moins une fois dans leur histoire commune en France, ils ont été mis en cause par des laïcs militants. Ça a été le cas de l'Église catholique, évidemment, à la fin du 19e, début du 20e, avec un sursaut aussi au moment de l'organisation de l'enseignement privé sous contrat, avec les lois Debré, qui ont beaucoup fâché. Donc, ils sont dans une position prudente et ils acceptent les règles du jeu de la laïcité française, pensant avoir plus de bénéfices à cela qu'à la contrer. Ceci dit, le pape Jean-Paul II en particulier, un peu moins les évêques français qui sont un peu plus au courant de la situation interne, ont eu des mots très durs pour le laïcisme, ce qu'ils appelaient le laïcisme, et qui existe, une sorte de laïcité exacerbée qui est en fait une volonté de nier l'importance de la religion dans les sociétés. Donc ils sont sur une position vigilante, je dirais. Et même chose pour les protestants en France, qui sont, comme vous le dites,
qui ont toujours été très minoritaires, mais on ne le sait pas assez, qui sont en expansion constante. Alors pas le protestantisme historique luthéro-réformé, là, qui persiste, mais aurait plutôt tendance à vieillir et à se rétrécir, mais une explosion des églises évangéliques issues essentiellement d'immigration ou bien afro-antillais. Et ces milieux évangéliques ont moins de retenue, si je puis dire, dans leur expression religieuse que les protestants historiques. Et ils se retrouvent dans des instances telles que la Fédération protestante de France, où il y a des débats très importants. Donc les protestants sont très sensibles aux atteintes à la liberté religieuse, et il y en a eu vis-à-vis des évangéliques, essentiellement parce qu'ils faisaient trop de bruit, parce qu'ils ont des tendances un peu prosélytes, parce que voilà, quelque chose qui n'est pas du religieux correct, politiquement correct, si je puis dire. Donc les églises sont très averties sur les problèmes de laïcité. Pour les juifs, c'est un peu différent, parce que les juifs, ils sont encore extrêmement redevables de l'action de la Révolution française en leur faveur, le fait qu'ils aient été des citoyens égaux presque immédiatement. On a parlé d'émancipation, mais enfin, ils sont devenus des citoyens comme les autres dès la Révolution française, qui était très très précoce par rapport aux autres pays d'Europe. Je crois que l'Angleterre, c'est milieu du 19e siècle. Enfin bon, il me semble qu'en Suisse, c'est encore plus tardif. C'est le dernier pays d'Europe à avoir donné l'émancipation pour les Juifs. Ouais. Oui. Donc ils sont extrêmement républicains et très attachés à la dimension laïque. Ceci dit, ils ont des comportements très confessionnels aussi, et en particulier en matière d'enseignement. Leurs écoles juives sont généralement privées, c'est-à-dire que l'État ne met pas le nez dedans, ou alors quand elles sont sous contrat, l'État est très prudent avec elles, et elles ne suivent pas forcément toutes les règles qui sont celles que suivent les écoles de confession catholique. Mais enfin, ça touche une micro-minorité, donc il y a ça. Quant aux musulmans français, quoi qu'on en dise, et quoi qu'en disent les médias ou les hommes politiques qui en font leur fonds de commerce, ils sont très attachés à la laïcité aussi. Alors pas la laïcité des lois d'interdiction, bien entendu, mais la laïcité leur permettant d'exprimer leur religion. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la manière dont l'État gère quand même les différentes religions, puisque une des charges de l'État, c'est par exemple les aumôneries dans les milieux fermés, c'est-à-dire de garantir la liberté religieuse des gens qui sont dans des milieux fermés, c'est-à-dire les casernes, les hôpitaux, éventuellement les internats, et bon. Eh bien, on nomme et on rémunère, l'État rémunère, tout aussi séparé soit-il des religions, des aumôniers dans l'armée et des aumôniers musulmans, et ça c'est nouveau, dans les prisons et dans les hôpitaux. Alors, ils ne sont pas tous rémunérés, il y a beaucoup de bénévoles, mais enfin, en tout cas, ils les agréent. Donc, il y a là une forme de reconnaissance. Alors, vous savez que l'article très connu de la loi de 1905, c'est « l'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte », avec quelques exceptions. Notamment l'Alsace. Notamment l'Alsace, oui, bien sûr. Mais aussi le fait que ces aumôneries, payées par l'État ou reconnues par l'État, sont une manière de reconnaître et de subventionner les religions et le rôle des religions dans la société. Valentine Zuber, historienne, auteure du livre « Le culte des droits de l'homme » paru aux éditions Gallimard. Pierre-Yves Moret, Valentine Zuber montre d'une certaine manière comment la laïcité peut être vue comme quelque chose de sacré, au risque de devenir l'objet d'une religion. C'était la question toute cette semaine, ça reste notre question. Et en début de semaine, vous citiez le discours du Premier ministre français Manuel Valls devant l'Assemblée nationale, et d'une certaine manière, c'est un peu la démonstration de l'attachement indéfectible, presque religieux de la France à cette laïcité. Oui, et ça d'ailleurs, Manuel Valls, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous savez qu'en France, le ministre de l'Intérieur est en charge des cultes, comme on dit, et d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy occupait ce poste, lui, il aimait bien se présenter en se disant ministre des cultes, ce qui formellement n'existe pas. Mais le nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve,
Lui, il s'est assez peu exprimé sur les questions de la laïcité par rapport à certains de ses prédécesseurs comme Sarkozy, mais il l'avait fait en 2012 dans une tribune publiée dans Le Monde. Il critiquait la conception de la laïcité positive de Nicolas Sarkozy, précisément, et lui, Cazeneuve, se présentait comme le défenseur d'une laïcité qui est le creuset de valeurs partagées, qui garantissent l'indivisibilité de la République, une laïcité vue comme l'aboutissement d'un combat sans merci qui portait comme une synthèse l'aspiration de la République à voir se réaliser les 3 ambitions de sa devise, la liberté, l'égalité et la fraternité. Tout cela montre que la laïcité reste aujourd'hui en France un enjeu d'adhésion très fort et un facteur de légitimation dans le monde politique français. Alors demain, nous allons clore cette semaine d'émission et nous changeons d'interlocuteur. On va avoir un interlocuteur suisse. Alors, on aura un interlocuteur en Suisse, mais d'origine québécoise. Il s'appelle François Gauthier, il est professeur de sciences des religions à l'Université de Fribourg. Avec lui, on va continuer de s'interroger sur les enjeux actuels autour de la laïcité et la manière dont on se rattache à cette valeur, une valeur qu'on en vient presque justement parfois à vénérer. Et on rappelle le titre du livre de Valentine Subert, un livre que vous avez lu avec passion, Pierre-Yves Moret. C'est vraiment très intéressant, oui. Le culte des droits de l'homme, et c'est paru aux éditions Gallimard, bien sûr, des références que vous retrouvez via notre site rts.ch/esprit. Ainsi se termine cette édition d'Avue d'Esprit, une série que nous propose Pierre-Yves Moret et qui s'intitule Le culte de la laïcité. Pour plus d'informations, une seule adresse, rts.ch/esprit. Et demain, nous recevrons un nouvel invité, François Gauthier, professeur de sciences des religions à l'Université de Fribourg. Dans quelques minutes après les informations, vous retrouvez D'un air entendu et Daniel Robella.
Très belle fin d'après-midi à vous tous. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2. Il est 17h.